When people think of the ocean, they think of the seaside, they think of the beaches, they think of surfing, they think of swimming. And so that's why I say when people say, what is the ocean? My answer to that is, we are the ocean. Ce que vous voyez dans les océans, les poissons et les baleines ne représentent qu'un tout petit pourcentage de la matière vivante. Tout le reste, c'est du plancton. C'est la chaîne alimentaire et c'est aussi du phytoplancton qui produit environ un tiers à la moitié de l'oxygène sur la planète. Les océans sont une matrice de la vie. Certains ont des cerveaux. À partir du moment où vous avez un système nerveux, la question de la pensée se pose. Les abysses ne sont pas à vendre. Pas plus que les données scientifiques ou la sécurité des populations littorales ne sont à sacrifier. Nous parlons d'un bien commun. Nous parlons d'une œuvre qui nous engage tous. Alors allons-y. Si certains veulent aller sur Mars, très bien. Mais nous, notre sujet, c'est en avant vers Neptune, c'est-à-dire l'exploration, la connaissance scientifique. Voilà le vivant. Le monde au chevet des océans. Une cinquantaine de dirigeants ont rendez-vous d'ici demain à Nice pour la conférence de l'ONU. Emmanuel Macron, qui est arrivé sur place cet après-midi, a d'ores et déjà annoncé la création de nouvelles aires marines protégées, négociées avec les pêcheurs. On est le deuxième espace maritime mondial après les États-Unis. Il y a les regards, toutes les caméras internationales qui seront braquées sur la France. Mais j'ai peur évidemment qu'elle ne soit pas à la hauteur et que ça sonne le moment vraiment final où plus personne ne croit à ces grandes réunions pour faire bouger quoi que ce soit. L'UNOC, nous, on n'y croit pas trop. Enfin, moi, j'y crois pas. C'est beaucoup de blabla, c'est de la politique. Même quand il y a des accords, encore faut-il qu'ils soient appliqués. Alors, on verra à la fin si c'était un grand show médiatique qui n'a servi à rien ou si c'était un sommet qui a permis d'avoir des vraies prises de décision. I think that the Donald Trump administration is an aberration. It's not going to last long. It's contrary to all the laws of ecology. France is one of the stronger countries that's opposing this crazy administration and its attempt to dismantle reality, really, is what it comes down to. France is in a good position to do that. France has the second longest coastline of any country on the planet and also has an incredible legacy. You know, from Jules Verne through Jacques Cousteau to Jacques Perrin, it's an incredible legacy. J'ai fait du sport de haut niveau, j'ai fait la Coupe d'Amérique 2 fois. Il y a la testostérone, quoi. Un gamin de 20 ans. Et puis j'ai commencé l'histoire Tara pour l'aventure, quoi. L'aventure d'un bateau en mer, des expéditions qui allaient au Groenland, en Antarctique. Et après ma fille Fleur et mon fils Nemo sont nés. En fait, j'ai commencé à penser le futur, non pas à l'échéance de ma vie à moi, qui était 2050, 2060, mais à la leur, qui est 2100. Si tout va bien, ils devraient vivre cette fameuse échéance de changement climatique, du GIEC, qui dit qu'en 2100, il y aura tant de mètres en plus de hauteur d'eau. Ça m'a saisi en pleine nuit, un mois après la naissance de Fleur. Ça m'a réveillé et je me suis dit, putain, le tragique, c'est un peu tragique quand même, cette histoire. Et l'engagement que je mets dans Tara depuis tout ce temps, l'énergie que je mets dedans, la détermination
personnelle que je mets dans ce projet, elle vient de là. C'est mon carburant, c'est ça, c'est devenu ça en fait. Et je crois qu'on manque de pragmatique. Moi, c'est ma vision un peu de l'écologie aujourd'hui politique. Hein. Je pense que le combat, il est trop sur le grand soir. Il attend trop le grand soir de l'écologie qui ne viendra pas à l'échelle mondiale. Il peut venir à l'échelle d'un pays, mais il ne viendra pas venir à l'échelle mondiale. Le grand soir où tout le monde s'arrête, où on réalise tout d'un coup que la planète a besoin de nous, a besoin de notre action. Ça ne va pas arriver, ça. Ce bateau, c'est une aventure, c'est un symbole. C'est un peu bizarre, quoi. C'est un espèce d'attracteur. Et c'est ça notre rôle, en fait. Hein. Nous, on n'est pas sans prétention. On n'est pas là pour changer l'ONU et leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais par contre, essayer de soutenir cet engagement de dialogue, d'échange. C'est par là qu'on trouvera des solutions qui sont les plus adéquates et les plus efficaces pour demain. Je honnie les ONG qui disent ça s'est passé comme ça grâce à nous. Parce que je pense que c'est pas vrai. Ce qui fait que ça avance, c'est que toutes les ONG sont alignées sur des sujets communs, portent des messages communs au même moment. C'est ça qui fait que ça pèse et que ça convainc, non pas un État, mais des États. Et quand des États sont convaincus, alors l'ONU devient convaincue. Et donc, c'est un travail de collectif. Et encore une fois, Tara, c'est du collectif. Il n'y a pas de héros ici, chez nous, là. Il y a tout un collectif de scientifiques qui font le travail, qui font leur expertise. Et moi, je suis ravi de participer à ça, d'apporter notre bateau à la flottille, comme on dit. Alors on va parler aujourd'hui de la 3e conférence de l'ONU sur les océans. C'est que la 3e conférence de l'ONU pour les océans, j'ai envie de dire, à Nice, avec le Costa Rica, que l'État français prépare plutôt, j'ai envie de dire, parce que la conférence de l'ONU qui aura lieu à Nice, elle est coprésidée par la France et par le Costa Rica. Pendant les 5 jours de négociation du 9 au 13 juin, les États seront là pour négocier ce que sera cette déclaration. C'est une déclaration politique et qui surtout n'est pas contraignante. Alors nous, qu'est-ce qu'on attend de cette conférence? Nous, Tara, l'ONG, en tant qu'ONG, on nous considère qu'elle est essentielle. C'est la seule fois dans ma vie qu'on va accueillir une conférence de l'ONU sur l'océan dans notre pays. Ça ne va pas réarriver avant très longtemps, donc je pense qu'il faut se mobiliser. C'est pour ça qu'on se mobilise énormément, nous tous, chez Tara, mais aussi dans plein d'autres organisations en France. Je pense que j'aurai l'occasion d'en rencontrer beaucoup d'ici l'UNOC qui feront aussi des conférences à ce sujet. Et notre ambition, c'est d'être un peu plus créatif et de penser un peu à côté. Comment on pense l'océan un peu à côté de ce qui est fait depuis 10 ans, du ronron, certains diraient le blou-blou, le blabla autour de l'océan. Et on pense qu'il y a besoin de changer de paradigme, de changer de vision aussi sur cet enjeu de l'océan, et notamment de la haute mer. À bientôt, un plaisir. Alors hier soir à 21h, la tour Eiffel s'est illuminée en l'honneur de l'océan pour la première fois de son existence, afin de porter aux yeux du monde votre message d'attention toute particulière, ce SOS Océan. En France, 10 ans après celle de 2015, on n'a pas eu d'autres, nous, en France. Hein. On n'a pas été responsable d'autres grandes conférences des Nations Unies. Depuis la COP21. Depuis la COP21. Donc, climat, océan. Là, je pense que ça donne aux gens envie d'être au rendez-vous. Voilà. Oui, mais là, il n'y a pas de valeur contraignante. C'est pas la même chose que l'accord de Paris, quand même. Ah, BBNJ, c'est le BBNJ, si. Bah oui, mais c'est pas... Pardonnez-moi. D'accord. Hein, et qu'est-ce qu'on fait si on a BBNJ 60 signatures? Eh bien, on peut déclarer à Nice la COP 1 de l'océan. Voilà. Donc, vous cherchez un processus contraignant, ben, il sera né à Nice. Voilà. Et la COP 1 de l'océan, elle va réguler, gouverner, ça prendra le temps qu'il faut, hein, comme les autres COP. Hein. Mais cette COP 1 de l'océan qui sera annoncée l'année même où on a la COP 30 du climat. Vous voyez comme l'océan a été en retard. Cette COP océan va vraiment transformer, je pense, la vision de l'océan et va mettre la science au cœur du processus. Moi, je suis pas un politique. Moi, je suis très concret comme garçon, hein, et je parle avec mes tripes surtout. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut. Sylvia. You can hold it. We're going to take the wheel and go very far away from here. I mean, Sylvia is
the history of the mobilization for the ocean, for the ocean science, for the protection of the ocean, for the protection of the fishes, the corals, the mangroves, everything. No, I'm just a witness. You're a witness, but you worked a lot in your life. But I think now we need to think about new narratives. What can we say today to change the way, to change the pace of mobilization? Well, like every other creature on Earth, humans consume nature. But unlike other creatures, we create waste. Waste, a lot. We think when we see a lot of birds or a lot of fish or a lot of trees, we think there's an excess out there that we can exploit. No other creature does that. But it's all being fed into this grinder. And out the other side comes money. Sure. It's time to take all this money that we've taken from nature and put it back through. To regenerate. Ce grand sommet des Nations Unies sera d'abord précédé par un grand forum de l'économie bleue. Il sera organisé à Monaco, et merci infiniment, Monseigneur, pour votre mobilisation. Il va rassembler entreprises, monde de la finance au service de l'économie bleue. Et en cela, vous êtes fidèle à l'engagement de la principauté de vos aïeux. Depuis longtemps, j'ai rêvé d'un pays qui fonctionnerait comme un modèle dans toutes ses dimensions. Le modèle de vie, le modèle de développement, le modèle de bien-être, le modèle de paix. Monaco a toujours été aux avant-postes de ce combat, de la connaissance, de la protection de notre biodiversité, de nos océans. Oui, nous sommes très impliqués et nous sommes toujours parce que, habitant au bord de la Méditerranée, qui est une mer semi-fermée, nous trouvons qu'on est extrêmement important. On tient une biodiversité extraordinaire. À cette réputation d'être la mer la plus polluée, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas, tous les efforts sont faits pour la préserver au mieux. Il faut que l'on continue dans ces différentes directions, peut-être en créant aussi, mais pas uniquement en Méditerranée, d'autres aires marines protégées qui sont le meilleur moyen que l'on connaisse, à condition qu'elles soient vraiment protégées de façon complète. Et bien sûr, on a encore besoin de faire des efforts aussi, nous, en France, pour la protection des aires marines protégées, comment impliquer plus les pêcheurs. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas assez de dialogue entre cette profession de la pêche, les ONG, les scientifiques, l'État. En fait, on ne se parle pas. Et je crois que la solution, elle est de se parler, en fait. Et si on se parle, on trouvera des compromis. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous, cet été, on a eu la chance immense de repartir sur un voilier, d'aller jusqu'en Grèce, à bord de Under the Pole. C'est une équipe de scientifiques et de plongeurs. Ils font partie des meilleurs plongeurs mondiaux. Ils plongent à plus de 200 mètres de profondeur, c'est complètement dingue. Il y a aussi des scientifiques du CNRS, du monde entier, qui travaillent sur une chose très concrète. C'est une nouvelle découverte scientifique. Ça s'appelle les forêts animales marines. Et nous, on était là pour essayer de les aider à faire en sorte qu'une découverte scientifique se transforme en une victoire politique très concrète. Il y a un an, on est allé travailler à Fourni, en Grèce, avec notre programme scientifique Deep Life. On a collaboré avec une ONG locale qui s'appelle Archipelagos, mais aussi avec la communauté locale et les pêcheurs de Fourni. Ils nous avaient alertés en fait sur des écosystèmes coralligènes très vieux et très beaux autour de leur île, mais qui se font raser journalièrement par le chalutage de fond. Et on les a aidés depuis un an à faire entendre cette voix de Fourni. Et en mettant la pression avec l'aide de Camille Etienne, on a réussi à faire voter l'interdiction du chalutage de fond à Fourni. La satisfaction pour moi aussi, c'est que les données scientifiques, il est rapidement digéré pour qui ça les utiliser, transformé en une question, une demande à les politiques, et les politiques en répondent. Alors c'est sûr que pour Fourni, c'était pas évident parce que Fourni n'était pas une aire marine protégée, on n'est pas encore en 2030, donc c'était pas évident qu'on commence par là. C'est la recette qu'on a appliquée, en tout cas qui est sur la base de la collaboration entre différentes parties qui travaillent ensemble pour faire entendre une voix et faire appliquer quelque chose de nouveau. Et là, en effet, c'est vraiment un mélange d'exploration, de science bien faite, de vulgarisation et puis de plaidoyer politique avec des activistes qui viennent en soutien pour donner le final push, en fait, pour faire voter les lois, quoi. Océan, air marine protégée, personne ne rentre dedans, j'ai dit Océan, air marine protégée, ça devient urgent.
If you imagine this planet as a spaceship, and on that spaceship there's a life support system, and that provides us with everything we need, the food we eat, the air we breathe, and regulates climate and temperature. Now that life support system is maintained and operated by a crew of engineers that keep everything running, keep all that machinery working. We humans, we're not engineers, we're passengers, and we're having a wonderful time amusing ourselves, entertaining ourselves. But what we are doing is killing engineers. We're killing them off. And there's only so many engineers that you can kill before that life support system begins to malfunction, to break down. And when it breaks down, the spaceship is in trouble. The planet is in trouble. Who are the engineers? The bees, the trees, the fish, the whales, all of those creatures that make it possible for us to be here. That's the reality of the situation. Jonathan, fais pas n'importe quoi là, mets-toi là. Tout le monde là, à droite là. Tu prends la parole et c'est Thomas qui finit après toi. D'accord? On attend Thomas là. On attend le maire de Lorient, qui n'est pas encore arrivé. Et comme c'est l'autre, on ne peut pas trop commencer sans lui. Lorient est né de la mer, Lorient vit de la mer, Lorient sait ce qu'elle doit à la mer et à l'océan. Et nous sommes dans cette journée en train d'ouvrir le dernier livre inédit que personne n'a jamais lu, d'un certain Jules Verne. On va casser la... Attends, je dis deux mots d'abord à Agnès, si tu veux bien. Je retrouve dans cette ambition et dans ces missions un petit peu tout ce qui m'a animé moi pendant un peu plus de 10 ans au sein de l'agence spatiale, qui continue à m'animer et qui m'animera dans les missions futures. Mais vraiment, je retrouve cette espèce d'ADN, d'aventure, d'exploration, de science, et puis surtout un peu d'altruisme aussi. Ceux qui, sur Terre et sur mer, se rapprochent le plus de l'aventure spatiale, c'est ce que vous avez devant vous aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est la Tara Polar Station. Et maintenant, Agnès, que j'ai dit ça, on va pouvoir aller casser la bouteille. J'ai toujours rêvé de casser une bouteille. Agnès aussi. Oui. Donc on va le faire tous les deux parce qu'il y a une petite compétition. Oui. Voilà. Le pôle Nord, c'est en haut, là. Et le bateau est là aujourd'hui, à Lorient, en Bretagne. Pour la grande mission, on va naviguer vers la Russie, passer au nord de la Russie, ici. Et le bateau va passer par le pôle Nord et redescendre en dérivant, redescendre ici. Le bateau, il est particulier, quoi. C'est un peu le Nautilus de Captain Nemo. Hein. Et j'ai appelé mon fils Nemo, c'est pour te dire à quel point ça va loin, cette histoire. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu Jules Verne. Et ce projet, c'est un peu Jules Verne. Quand tu es en action, quand tu contribues à une solution, quand tu essaies de faire avec et pas contre le vivant, tu te dis, moi, je contribue à la solution, en fait. Et donc, tu as moins peur, tu es dans l'action. So I think that what changes the world is passion, courage, and imagination on the part of individuals and groups of individuals, and then governments will respond to that. Actually, my first intimate experience with the ocean was when I was 8 years old, when we were playing down on the beach. It was in very high tides in eastern Canada. And we were playing pirates, and I was tied to the mast of a ship. They forgot me, so I was tied there, but the tide was coming in. And as the tide got higher and higher, I came to the realization that I would drown. And with that came the acceptance that I would drown, that I would die there. Accepting that was suddenly, there was a great deal of freedom. But the point is that it was at that point that I accepted that I would give my life to the sea, that I lost all fear of everything, really.
m'appelle Elisabeth Tambédou, j'ai 31 ans. Je suis fière d'être née dans le delta du Saloum, qui est un delta extraordinaire, très joli. Salut Tata. Bonjour Elisa. Comment tu vas? Moi ça va bien, j'espère que toi aussi. Ah, ça va, tranquille. Et pour la journée de sensibilisation là sur les épis, tout est bien préparé? Oui, on prépare tout pour cet après-midi. Dès que Nebedaï appelle, nous serons tous là bien sûr. Tu sais, je regarde souvent mon téléphone pour voir si Nebedaï a envoyé un message ou passé un appel. J'attends toujours de vos nouvelles. C'est à 3h, n'est-ce pas? C'est ça. On sera tous là si Dieu le veut. Quand on observe l'océan, on peut avoir une idée de la grandeur de notre Créateur. Mais aussi, ça fait peur en même temps. C'est une très grande mer qu'on ne peut pas arrêter. À mon avis, le changement climatique est à l'origine de tout ça. Ce que j'entends souvent, c'est que la fonte des glaciers augmente le niveau de l'eau dans les océans et cette eau finit par atteindre les terres. Si on observe le milieu avec l'érosion côtière, ce qu'on peut faire, c'est juste ralentir ses effets par rapport à la communauté ou bien à notre habitation. C'est des histoires qui sont en train d'être perdues. L'océan est en train de faire des ravages et il faut agir. Qu'on essaye de sauver cette partie-là en installant des palissades ou bien des épis maltais. Ces branches de cocotier, leur rôle d'abord, il permet de ralentir d'abord le courant, mais en même temps aussi de favoriser la sédimentation, quoi. Depuis que les épis ont été installés, on a remarqué une diminution de l'érosion. Avant, la mer arrivait jusqu'à l'endroit où nous travaillons. Elle montait très haut et on avait mis des sacs de sable pour protéger notre lieu de travail. À cette époque, on ne pouvait plus travailler normalement. Il n'y avait plus de place pour faire accoster les pirogues et débarquer le poisson. Parfois, on était obligé d'aller ailleurs pour continuer nos activités. On est vraiment plein d'espoir. Ce que vous voyez ici aujourd'hui, on ne l'avait pas au début. Maintenant, les jeunes recommencent à faire du sport sur la plage. Tout le monde est content des résultats. C'est vrai que l'érosion a détruit beaucoup de maisons. Ce qu'on a perdu, on ne pourra jamais le récupérer. Mais si ces épis et palissades avaient été installés plus tôt, on aurait sûrement pu éviter tous ces dégâts. Au début, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Certains me disaient que c'était une perte de temps et d'argent, que des piquets ne pouvaient pas arrêter la mer. Mais maintenant, ces mêmes personnes reconnaissent que ça fonctionne. On voit des résultats positifs. Il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter. Par exemple, là où vous voyez aujourd'hui la mer, autrefois, il y avait plein de palmiers et de baobabs. Tous ces arbres ont été emportés par la mer.
Indigenous communities, for the most part, are biocentric, which means we're part of everything, we're connected to everything, that we need other species if we're going to survive. In the anthropocentric culture, we don't seem to need anything. We have our science, we have our technology, and we don't really care about anything else. That's the big difference. And indigenous communities can teach that biocentric point of view. Je pense qu'on ne peut pas être croyant et ne pas aimer la nature, qu'on soit chrétien ou musulman. Quand on aime Dieu, forcément on aime sa création. Ciao, ciao! La mer continue d'avancer, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut ralentir ses effets. Nous avons réfléchi à ce que nous pouvions faire ensemble. On a deux solutions, les épis maltais et les palissades. Vous êtes mobilisés aux côtés de l'association Nebedaï et ça fait maintenant 1 an. L'érosion côtière, c'est un véritable problème ici. Il y a des maisons, des champs, toute une histoire qui ont été effacées par la mer. On est en train de perdre cette mémoire. C'est pourquoi il faut continuer à se lever pour chercher des solutions. Les mamans ont déjà commencé, maintenant c'est à vous les hommes et aux jeunes de venir les appuyer. Merci beaucoup. Ça ne sera pas long, c'est juste une semaine. Je sais que je vais vous manquer, mais bon, on fait avec, quoi. En tout cas, je te confie Cassine, Adrien, Armand, de veiller sur lui. Et que tous les deux, vous soyez sages jusqu'à mon retour. En tout cas, ma mère sera là pour t'aider à bien s'occuper. Mais ma mère sera là pour aider à bien s'occuper de bébé Adrien et Armand. Bah, moi, je n'ai pas lu jusqu'à la fin. Il a dit important pour être accrédité dans la zone verte en tant qu'intervenant. Vous avez jusqu'au 26 soir. 26 mai. 26 soir. On va aller voir les dauphins au lieu d'aller voir la baleine. Hein. Mince. Dis donc. Il y a mis en Bretagne. Okay. Il pleut quoi? Il pleut. Ça va quoi? Vous arrivez du sud, hein, c'est ça? Bah ouais, tranquille. Nous, tu sais, pour voir nos amis, on fait du chemin. Ouais, vous faites le tour de la France en 3 jours, c'est ça? C'est ça. On fait juste aller-retour. Je suis sûr qu'il faisait beau hier. Et il a fait très beau la semaine dernière.
Un jour, on aura un bateau comme ça et on fera 400 tonnes annuelles comme Jean-Yvan. Notre idole, notre star. Messieurs, dames. Eli. Ka am na li sa luwee de. Mais ici, il n'y a pas de rambarde parce que leur lieu de travail est là. Hein? Voilà, c'est ça, pour aller se baigner plus vite, c'est ça. Ça, c'est des naissins qu'on a été chercher l'année dernière, qui ont poussé pendant un an. Donc, on a ensemencé à la bonne densité, tout ça. Enfin, il y a un certain nombre de gestes à bien connaître pour arriver à ça. Moi, j'aime bien partager, en fait. Puis, on s'est rencontrés avec Jean, on a commencé à parler de tout ça. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait faire des choses très intéressantes au Sénégal parce qu'ils ont un environnement marin qui s'y prête à merveille, en fait. Hein. Ils ont une richesse des eaux qui est magnifique. Il y a une pression sur la ressource halieutique comme chez nous. Hein. Et donc, la mytiliculture, c'est une alternative, je pense. C'est une des alternatives, mais c'est vraiment durable. Donc, il faut y aller et puis apporter chacun sa petite pierre. Hein. On y arrivera. Hein. Ça change quand même. Ouais. T'as vu le bateau qu'il a aussi, c'est un truc de malade. Tu sais, il m'a montré le bateau, comment Jean-Yvon il a commencé là. Mais notre bateau va être plus évolué que son premier bateau. Lui, il a commencé avec rien. Il était tout seul avec son couteau et son machin là. Son premier bateau, il a payé moins de 1 million. Donc ça, c'est notre bateau dans 20 ans. Et là, ils captent dans quelle zone? Non, en fait, ils achètent des bébés. Eux, ils captent rien. Eux, en fait, il y a des gens ils font en directement France, le grossissement. ils sont spécialisés. Il y a des gens, ils font que ça. Ils captent les bébés, ils vendent les bébés. Qui sont déjà sur des cordes. Donc, Jean-Yvon, il achète des cordes remplies de bébés. Des cordes à naissance. La mytiliculture, ce n'est pas cette année qu'on l'a commencé. Donc ça fait 3 ans qu'on fait des tests dans ce sens avec différentes méthodes. Et la méthode qui a été conclue, c'est avec les chaussettes françaises. Ça joue un double rôle. Déjà, c'est une activité génératrice de revenus. Mais en plus de ça, c'est des récifs naturels. Donc ça, c'est quand on le met dans la mer, sous l'eau, ça permet de créer une biodiversité sous l'eau. Dans leur activité de surveillance, c'est des gens qui ont demandé à avoir vraiment une activité supplémentaire à côté. Puisqu'ils ne sont pas payés, c'est des gens qui ont des responsabilités chez eux. Donc ils ont besoin de... C'est des pères de famille, c'est des jeunes responsables qui ont besoin de sous pour vivre. Pour encourager cette conservation de la biodiversité, il faut des activités génératrices de revenus pour compenser le temps qu'ils vont passer dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin. Dans les aires marines protégées, c'est nous qui avons innové. Il y a des spécialistes mondiaux qui sont venus. Ils n'avaient jamais vu des maisons flottantes pour surveiller une aire marine protégée. Aujourd'hui, ça y est, il y a des prototypes qui sont on est en train de me copier, au bout de nous copier. Et c'est ça qu'on veut. Gentil, essaie d'attraper la porteuse, quoi. C'est bon. J'ai des gens, des guerriers à Nebédaï, plein de jeunes qui sont entre 20 et 35 ans, qui veulent sauver leur pays et qui sont magnifiques. Mais il faut aussi qu'ils vivent, ces gens-là. Donc on a besoin de partenaires, on a besoin de montrer qu'on fait des choses simples, concrètes, qui fonctionnent. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire vivre tous ces fonctionnaires de ces 10 organisations avant que ça arrive sur le terrain. Désolé pour eux, je suis vraiment désolé pour eux. L'argent doit aller sur le terrain. On a hâte que vous nous fassiez découvrir un peu
toutes ces histoires de gestion de la mer qui rentre. Au Moyen-Âge, en fait, la mer venait sur ces espaces, mais l'homme, en fait, a construit des digues pour pouvoir développer une agriculture sur ces espaces-là. Et maintenant, avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, certaines digues ne sont plus en bon état et sont en train d'être dégradées. Et on anticipe en fait cette dégradation en accompagnant les usages sur ces espaces-là pour les adapter au changement climatique et du coup à l'élévation du niveau de la mer et au retour de la mer sur ces espaces. Et du coup, derrière, on va avoir une transformation de la biodiversité liée au retour de la mer et on va retrouver la biodiversité, on va dire, originelle. À gros coefficient 115 sans tempête, la mer, elle arrive à peu près au niveau du genou. Et du coup, avec une grosse tempête, eh ben, on se retrouve de l'eau facilement à hauteur de cou, quoi. Ah ouais, carrément. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, on peut se rendre compte, par exemple, si la tempête, si la digue vient à casser en pleine nuit et que les lits, les personnes sont au rez-de-chaussée et qu'elles n'ont pas d'étage, ça devient dramatique, quoi. C'est là, d'habitude, quand on parle de changement climatique, on a l'impression que c'est le sud qui est plus impacté, alors que si on voit, c'est aussi bien les gens du sud qui sont impactés que les gens du nord. Donc là, mais peut-être l'avantage, c'est qu'il y a cet aspect anticipation qui fait que les choses, parfois, n'est pas aussi terribles qu'au sud. Donc là, quand tu dis maîtrise foncière, c'est-à-dire le fait que vous avez acquis ces terrains, c'est vraiment ce qui vous permet de faire le travail correctement. Si on n'était que sur des terrains privés, on ne pourrait pas accepter la transformation radicale et partir d'une prairie comme vous avez derrière vers du présalé. Parce que du coup, c'est plus du tout la même pratique agricole. Et si c'est des privés, ils ne peuvent pas accepter dans leur modèle économique faire une transition en un an, cette bascule aussi radicale, quoi. Et le fait d'abandonner ces maisons pour aller se déplacer parce qu'il y a l'eau qui envahit aussi, c'est terrible, quoi. Et la peur, hein, parce que là, ils savent qu'ils sont en danger, mais des fois, ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas les moyens. Ouais. Et donc, on a des témoignages de gens qu'on connaît, hein, qui nous disent, ben, la journée, ça va, il fait jour, tu vois la mer, donc tu vois, mais il dit, la nuit, quand je m'endors, j'ai toujours peur, parce qu'il me dit, en plus, la maison, elle peut s'écrouler sur moi. Coucou Eli, dans 3 heures, tu sais que c'est ta présentation, t'es prête ou quoi? Ouais, je suis prête. Bon, regarde. Tu cartonnes, tu ramènes quelques millions pour qu'on puisse sauver tout le littoral. Le Sénégal compte sur toi, Ben. On va y arriver un jour. La mer est là-bas. Dure 15 jours. Dans une semaine, on sera passé à autre chose. Il y aura l'été, les vacances, je ne sais pas quelle compétition de sport. Ces îles qui flottent, ces îles qui ont une sorte de miroir sous l'eau, au-dessus, ces îles qui n'ont pas de plastique. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment... c'est l'imaginaire. Mais en fait, les artistes, ils sont aussi là pour créer du lien. Les métaphores, elles sont aussi là pour créer du lien, puisqu'elles permettent de s'adresser à tout le monde. Les archipels, les îles, n'importe qui dans le monde sait ce que c'est. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire une présentation des solutions douces qu'on a essayées au Sénégal, sur le littoral, avec notre association Nebedaye. On a recherché, on a réfléchi, et avec les épifiltrants qui ont été déjà testés dans le sud du Sénégal et qui a donné des résultats, on a dit que pourquoi pas ne pas essayer ces solutions et voir ce que ça va donner au niveau du littoral. Parce qu'on avait besoin de ça, on avait besoin d'agir pour réussir. Donc là, on a essayé ça avec les communautés. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ce qui est nécessaire, c'est l'engagement et l'implication des communautés.
de dollars sont déjà sur la table d'ici 2030 grâce au BEF. Cette première mobilisation est déjà une bonne nouvelle, mais nous devons aller plus loin. There is a deal, there is a commitment, and we have to honor it. If we succeed in doing so, we could limit sea level rises to around half a meter. Ladies and gentlemen, welcome back. We're going to start in 2 minutes. Please proceed to your seats. Thank you very much. Merci du fond du cœur pour votre accueil ici à Nice, cher Christian, dans cette ville si engagée pour la mer. Merci aussi pour votre mobilisation totale et la qualité des échanges que ce sommet a rendu possible. Maire Estrosi et tous les maires du monde sont ensemble pour lancer une coalition des villes. Romain Troublé, President of the Ocean and Climate Platform. Je crois que ces quelques jours à Nice vont être historiques et j'espère bien qu'on saura tous transformer l'essai sur des engagements ambitieux et forts. C'est indispensable d'être onusien, multilatéral. Je pense que c'est ça qui est à l'échelle de ce qu'il faut faire. On parle ici de milliards de budgets d'adaptation. Tell your friends, mayors around the planet, call them and ask them to join the coalition. Thank you. Je te laisse parler. Ouais, il fallait remercier les gens qui ont mouillé un peu la chemise quand même. Pas tous, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas si tu as suivi les échanges, mais il y a eu des maires qui ont dit « mais nous on va mourir en fait. Mes ancêtres, on va les mettre où ?» Pour les îles comme Tuvalu, comme j'ai pu visiter avec l'équipe Tara, bah, c'est très concret, quoi. La menace, c'est une menace. D'ailleurs, ça a été ancré il y a 2 ans comme une des 8 menaces principales par l'ONU, aussi grave que pour la biodiversité et les enjeux climatiques, etc. Donc je pense que on est en train de changer de braquet, cette histoire-là. Et cette coalition, elle peut faire ça. Elle peut aider. J'adore ce niveau des mers, parce que le niveau des mers, c'est très concret. C'est très tournevis et marteau, très concret et très pragmatique, j'adore. Mais diplomatiquement, le taf a été fait, quoi. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître au gouvernement français, au ministère des Affaires étrangères, au Costa Rica, qui ont mobilisé autour d'eux pour que les gens viennent. Ocean Day flag now. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aux océans. Merci. Vous faites le plus dur.
Only the people working for the whale. No invite, no guests. Only people working for the whale. On attend de rentrer. C'est tout ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qui se On passe fait la là queue. On attend le président. On attend Non, le président, il va rentrer après. Le président, mais il rentre à 16h30. Ah, il est en mer, sur un thalassa, avec l'Ifremer, avec pas mal de chefs d'État. Et il fait la navigation de Monaco à Nice. Ils sont un peu en retard. Le prince Albert est avec lui alors? J'imagine. On verra ce qui en ressort. En tout cas, on a passé notre petit message ce matin au Parlement de la mer. Ah oui? Oui. On a dit qu'on allait voir ce qui allait ressortir de concret de cette conférence. Et voilà, on a aussi recentré sur l'importance de changer de regard par rapport à l'océan parce qu'on nous parle beaucoup d'économie bleue ici. Et donc d'exploitation de l'océan, de compétitivité et de course mondiale. Donc je pense que c'est important de recentrer les choses sur l'essentiel, c'est-à-dire la vie, le vivant, la reconnexion au réel. Nous avons fait l'expérience des ouragans, des pertes de terrain, des déplacements. Mais nous avons aussi joint le geste à la parole en investissant des milliards dans la gestion et la protection des eaux pluviales. Mais encore une fois, la Nouvelle-Orléans ne peut pas le faire toute seule. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est donc le moment pour nous d'investir, c'est le moment. Mais aussi la puissance qui est dans cette salle. Vous reflétez le pouvoir du moment présent. Nous ne pouvons pas le faire sans vous. La maire de Nouvelle-Orléans, elle s'est pris Katrina dans la gueule, elle s'est fait envahir sa maison, elle est devenue maire de la ville. Elle est extraordinaire. Et on veut qu'elle soit secrétaire générale de l'ONU, cette femme. Ah, je serais heureux qu'un président ait pris la parole et que je sois fier de la parole du président sur les aires maritimes. Je pense que c'est très important. On attend beaucoup de ce qu'il va dire et une parole sans équivoque, simple, que tout le monde peut comprendre sans qu'on ait une ministre ou des ministres derrière qui expliquent ce qu'il a dit. Je compte vraiment sur vous demain pour faire des annonces fortes contre le chahutage de fou. Merci. On a réussi, je pense qu'on a fait une bonne concertation. Et, la ministre va sortir la carte. Merci beaucoup. Bravo à nos Outre-mer. Pour l'instant, on attend les annonces demain. On a plutôt essayé de voir comment la France était meilleure que les autres. Cela dit, les annonces ne sont pas encore faites et on cherche à connaître un peu plus les mesures d'accompagnement par rapport à la fin justement du chalutage de fond et où exactement le chalutage de fond sera décidé, les interdictions seront décidées dans les aires marines protégées. On fait trois questions à l'extérieur, Non mais vous recueillir dans un quart d'heure les chefs d'État et de gouvernement. Demain, je vous fais je prends tout le temps. Pardon? Pour les matinales de demain, si on peut juste vraiment pour parler océan. Mais alors allez-y en 2 minutes. Les caméras sont là? Venez. La deuxième puissance maritime au monde, c'est la France. Grâce à nos territoires ultramarins. J'ai besoin de voir la mer. Je trouve formidable. Et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est à quel point il suffit de voir une carte, elle lit les peuples. C'est aujourd'hui une victoire que nous célébrons en quelque sorte, une victoire pour nos océans. D'abord, victoire que nous soyons tous là réunis pour cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice que nous co-organisons avec le Costa Rica, prenant le relais de nos amis portugais. Mais victoire fragile, car elle requiert des actions rapides et elle ne suppose aucun recul. Les Tunox, il y a plein de gens qui disent que ça ne sert à rien, encore une réunion de plus. Mais bon, il n'y a jamais eu autant de tensions sur l'océan de chefs d'État, jamais. Je crois qu'après, ça va être peut-être à nous ou à d'autres de prendre le relais et traduire ça par des trucs concrets, quoi. Pendant plus d'une décennie, nous nous sommes battus et la communauté internationale était bloquée pour pouvoir obtenir sur la haute mer, enfin, une régulation. C'est ce qui a été signé il y a quelques mois avec le traité, qui en anglais se dit Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ donc, qui régule la haute mer. Juste avant cette conférence, nous étions à 8% des mers protégées. Mais on ne peut pas rester à ces 8%. Objectif 30% en 2030. Mais parce que certains scientifiques nous disent aussi que c'est encore insuffisant, nous allons renforcer significativement le niveau de protection d'une partie de ces aires. À travers un plan pour la protection des fonds marins,
Et la carte sera donnée lors de cette conférence très précisément. Bon, on progresse un peu dans nos aires marines protégées aussi. On en a beaucoup dans le Sénégal, de plus en plus, donc ça c'est super. Ouais. Par contre, il y a encore un vrai boulot pour qu'elles soient efficaces. On ne doit pas aussi se leurrer en faisant des AMP partout et en disant bah, super, maintenant on a sauvé la mer, on a créé des AMP. En fait, il ne se passe rien dans les AMP. Et j'apprends que même en France, il y a du chalutage dans les AMP. Et donc, je suis content que les politiques ils disent OK, plus d'AMP et tout. Mais à un moment, il va falloir qu'on fasse des vrais trucs, au moins dans les AMP. Et je peux vous dire à cet instant qu'à la 50aine de ratifications déjà déposées, ici même ces dernières heures, 15 pays se sont formellement engagés à les rejoindre. Ce traité sur la haute mer sera bien mis en œuvre. C'est donc gagné. La troisième bataille, c'est la protection des grands fonds marins. Nous sommes 33 États à avoir créé une coalition pour promouvoir un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins. Et je le dis ici à tous, c'est une nécessité. Oui, ce bateau. Mais c'est quoi ce truc-là? Non, il a l'air de. Il a passé le cercle polaire hier. Oui, non. Tu sais, hier soir. Enchanté, vraiment. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour la planète. Nous, on fait un petit truc très local, mais... Mais vous savez, c'est l'association de petits trucs qui font des belles choses. Yo, coucou Elie, ça va? Est-ce que t'es bien arrivé? Écoute, finalement, j'ai croisé tout à l'heure le prince, là. On a un peu échangé et tout. Il connaissait Nebeda, il nous a soutenus et encouragés. Et bon, voilà, c'est cool. Écoute, j'espère que t'es bien arrivé, que t'as bien atterri. Donne des nouvelles. Et puis, ici, on continue à pousser le message, quoi. C'est nice. Allez, des bises. C'est un sentiment très mélangé parce qu'on a eu cette jolie victoire pour nous qui est importante et on est très heureux. On aurait vraiment voulu aussi que ça serve d'exemple à la France pour prendre de meilleures mesures. On n'est pas satisfait avec les mesures qui sont prises en France métropolitaine parce qu'en fait, les aires marines protégées ne sont toujours pas interdites aux chaluts. Et je pense qu'on discute beaucoup sur la protection forte, sur la protection stricte, sur la différente manière de où est-ce qu'on va arrêter le chalut dans les aires marines protégées. Mais en fait, une aire marine protégée, par définition, ne devrait pas être chalutée. Look, we don't have any hope of winning. The odds against us are overwhelming, so why do we continue to do what we're doing? So there's really no need to be pessimistic or depressed about the future because we can't do anything about that. But we can focus all our energies on what we can do now, in the present, to make this a better world. So I think that what changes the world is passion, courage, and imagination on the part of individuals and groups of individuals, and then governments will respond to that. Quand j'ai mon bébé entre les mains et que je le regarde, j'aimerais qu'il soit quelqu'un de très serviable, qui aime sa communauté, qui s'engage aussi à aimer l'environnement et à être au service et à la protection de cet environnement. Parce que je pense que c'est très important que nos enfants puissent comprendre que cet environnement, on doit le préserver. C'est notre richesse et on doit le préserver. Mon enfant doit être quelqu'un qui va continuer le travail que j'ai commencé.